Morning, everyone. Wow, my voice carries. Sorry about that. I didn't mean to yell. Bonjour. Je ne voulais pas crier, mais ma voix est quand même un peu forte. Je me sens toujours mal quand j'interromps les personnes, hein, mais je sens qu'on pourrait parler pendant une heure de plus. Si je comprends bien, le ministre va arriver vers 9h15. C'est pour ça qu'on a retardé un peu l'ordre du jour. Vous pouvez voir le code QR. Là, vous pouvez voir l'ordre du jour, les biographies. Et, donc, la pause sera à 9h30, à 9h45 et non pas à 9h35. Il y aura aussi un groupe de réalité virtuelle. Si vous êtes intéressé, confirmez avec quelqu'un de l'équipe lors de la pause. Les toilettes et sont là-bas. Vos portables en silence. Si vous devez reprendre un appel, sortez. Ici, c'est pas une salle de classe, c'est un dialogue. Si vous avez une question, levez la main. N'attendez pas à la fin. Il n'y a pas de séance de questions-réponses. Je veux faire ceci dynamique. Donc, quand vous voulez lever la main, faites-le. Je veux vous remercier tout d'abord. Ceci ne serait pas possible sans Gloria et sans Camino. Si vous pouvez lever la main pour que les personnes vous reconnaissent, notre remerciement pour elles. Je remercie parce que nous avons mis beaucoup d'heures pour organiser ceci. Je ne vois pas Jean, mais merci Jean. Et de Washington, merci de votre aide et de votre appui. Pour ceux d'entre vous qui nous suivent à travers l'Internet, nous avons de l'interprétation simultanée. Si vous voyez l'icône qui a une forme de planète, il y a cette icône qui dit interprétation. Vous cliquez là, vous choisissez la langue de votre intérêt. Si vous avez besoin des headsets, vous pouvez les demander, nous en avons. L'interprétation se fait depuis le Costa Rica. Nous sommes dans un site fantastique. Merci beaucoup à notre hôte et je cède la parole. Merci. Je m'appelle Carly Berchaud, directrice générale de agricole et des aliments du Canada. Nous sommes très contents d'être les hôtes. Comme un des trois occupés de sciences et innovation, nous remercions tous les leaders de pensée présents ici et à travers l'Internet, où vous soyez. Quand on parle d'un des systèmes clés de notre planète, la sécurité alimentaire, nous sommes prêts à partager l'information avec les consommateurs et prêts à inspirer des générations futures, des scientifiques, des agronomes, des agriculteurs, des leaders communautaires pour continuer d'alimenter et d'autonomiser la société pour une action climatique et agriculture durable. De la nation algonquienne Anishinaabe. Le personnel des établissements et les visiteurs apprécient le fait de pouvoir travailler et apprendre sur ces lieux. J'aimerais remercier Jean-Charles Lavallée et l'équipe de l'ICA Canada d'avoir organisé la session aujourd'hui et d'être un partenaire important pour le musée alors que nous explorons des sujets liés aux objectifs de développement durable des Nations unies. So I'll say that in English again because it bears repeating. My thanks to Jean-Charles Lavallée and the ICA Canada team for organizing. Mon remerciement à Jean-Charles et mes remerciements pour la présence du président de l'IFPAD, M. Hilario. Il nous reste quelques 2 minutes supplémentaires. Le musée est satisfait de coopérer avec AgriFood Canada. Ce site qui est connu comme la ferme expérimentale, c'est un site national et pour la recherche scientifique avec 400 hectares dans la capitale canadienne qui montre l'importance de l'agriculture et son lien avec notre qualité de vie.
Euh, la ferme Esperanza travaille avec les agriculteurs du Canada. Cet octobre, nous allons signaler le 40e anniversaire des activités. Il n'y a pas d'autre panel plus important que celui-ci pour parler d'avoir de l'innovation durable qui va nous aider à continuer d'alimenter la planète. À vous, Jean Schwab. Avant de commencer avec la ministre, qui n'est pas encore arrivée de ce que je vois, IFAD a une vidéo. Gloria, s'il te plaît. Merci. Natural disaster, C'est ça. climate change, failed harvests, a global pandemic. For more than Les catastrophes naturelles, pendant plus de 40 ans, IFAD a aidé les petits agriculteurs à améliorer leurs revenus, à alimenter leur famille. IFAD a créé FIDA qui aide à présent 288 millions partout. Depuis la construction des routes et la reconstruction des écosystèmes, autonomisant les femmes et les jeunes. En appuyant les groupes indigènes. On fournit des outils, formations, on aide les agriculteurs, les producteurs en apportant des connaissances et des ressources nécessaires pour appuyer leur communauté. Les FIDAC combattent la pauvreté et la faim. Et notre mission est plus importante qu'avant, que jamais. Thanks. I really feel privileged to be surrounded by friends and partners. Adika, C'est un privilège de parler à mes partenaires et collaborateurs de l'ICA. C'est bon de vous voir tous. C'est difficile parce que on ne perd suffisamment. J'espère que cet événement sera ce qui va démarrer le dialogue avec vous et on va commencer. Madame la ministre va venir, va partir, elle ne va pas pouvoir accepter des questions. Le Fonds international pour le développement agricole, mais M. Lloyd aura une séance. Je remercie Madame la ministre de l'Agriculture et Aliments du Canada. Allez-y. La parole est à terme. Bonjour tout le monde. Je voudrais juste avoir une confirmation. Est-ce qu'on a la traduction? Oui? OK. So I'll speak French, which will not surprise anyone, but I'll try to speak Spanish a little as well. So I don't have the opportunity to speak Spanish as much in this job than as in Je my n'ai pas eu l'opportunité de trop parler en espagnol. Un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'aurais aimé ça passer plus de temps, mais je suis en devoir en chambre aujourd'hui. Alors, à chaque fois qu'on voyage dans les conférences internationales, on doit faire des échanges avec les collègues et puis faire nos devoirs en chambre à d'autres moments. Alors, Dr. Lario, chers invités, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. L'an prochain, on va déjà célébrer le 50e anniversaire du Fonds international du développement agricole, FIDA. Dans un contexte de changement climatique et de population croissante, il est plus important que jamais de financer des projets, des innovations et des pratiques agricoles qui améliorent la productivité et la résilience de nos producteurs agricoles partout à travers le monde. La mission de FIDA est essentielle. Elle soutient les agriculteurs du monde entier, contribue à accroître leurs revenus, à améliorer leur qualité de vie et à soutenir la sécurité alimentaire mondiale. Depuis 50 ans, la collaboration entre le Canada et FIDA a mené à des résultats à de nombreuses reprises. Je pense par exemple qu'ensemble, on a amélioré l'accès au financement des petits agriculteurs et de petites et moyennes entreprises agroalimentaires au Mali, par exemple, que ça augmentera leur résilience face au changement climatique et aussi face aux chocs climatiques, sociaux et économiques. J'en profite pour reconnaître une importante réalisation de FIDA qui a augmenté le nombre de projets qui incluent les populations autochtones en tant que groupe cible prioritaire. Là aussi, il s'agit d'un chantier important pour le Canada. Last year, we celebrated 50th anniversary of Canada. Nous avons célébré l'anniversaire de membres du Canada
dans l'institution de l'ICA continue de s'occuper d'une tâche essentielle pour améliorer la sécurité alimentaire et la prospérité dans notre hémisphère. C'est un plaisir de donner la bienvenue à vous tous au Musée agricole des aliments du Canada. Merci pour nous donner la bienvenue ici pour apprendre davantage sur l'histoire du Canada, parce que c'est la question d'innovation et la science. Par exemple, dans les années 80, les agriculteurs Canada ont adopté et ont dirigé la technologie de conservation et ils ont réussi à diminuer l'érosion du sol et l'utilisation rationnelle de l'eau. Actuellement, plus que jamais, le monde nécessite des idées innovatrices pour faire face aux défis posés à nos agriculteurs. Les impacts des changements climatiques à un moment lorsque la sécurité alimentaire se voit menacée en raison en bonne partie de la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui a un impact sur les fournitures des aliments en raison des hauts coûts et d'autres pressions. Ça, il n'y a pas de doute qu'il faut prendre l'action urgente afin de construire de l'agriculture plus durable pour alimenter le monde. Nous avons une approche de collaboration qui commence avec les agriculteurs. Notre réseau de labos vivant dans tout le pays fait venir des agriculteurs, chercheurs et les rapproche sur le terrain pour développer et tester des pratiques de gestion dans des conditions réelles de ferme pour faire face à des secteurs clés comme la santé du sol, gestion de la qualité de l'eau et la productivité. Le Canada va continuer de travailler avec tous les partenaires pour gérer ces crises et pour établir des bases pour la résilience à long terme. Au long des dernières années, le Canada a accepté des compromis importants pour le système alimentaire de l'humanité et pour combattre la faim et protéger les plus vulnérables. Ceci inclut aussi des systèmes agricoles de petite et moyenne taille en Afrique et aussi des achats d'équipes de labo en Ukraine. Le Canada a été actif aux Amériques aussi. Il développe de l'aide et a investi dans une série de projets partout dans l'hémisphère. Par exemple, le Canada a investi dans un projet de recherche et développement en Colombie afin de produire des pommes de terre plus nutritives. Je me souviens d'avoir visité un de ces terrains et cette pomme de terre est venue remplacer 16% de la production de la Colombie et fournit le niveau plus important de macronutriments à 8,6 millions de Colombiens. Millions de dollars ont été investis dans des groupes agricoles de femmes au Nicaragua, dans le corridor sec. Ce projet canadien et d'autres davantage essayent d'améliorer de façon simultanée la production agricole, la réponse aux inquiétudes environnementales, le changement climatique et optimiser les fermes rurales. Et ce projet reflète les priorités de développement du Canada, nos politiques assistance internationale féministe dont je suis fière et se centrent à autonomiser les femmes et les jeunes. Et souvent celles qui s'occupent de la plupart des travaux agricoles, mais elles sont les plus probables de souffrir d'insécurité alimentaire et de ne pas avoir accès à la terre. Et investir dans les femmes, c'est investir dans la sécurité alimentaire et la durabilité agricole. Les liens du Canada avec les pays des Amériques vont au-delà de nos rapports commerciaux. Le secteur agricole du Canada dépend des travailleurs agricoles étrangers essentiels pour l'opération de nos fermes agricoles. Ces travailleurs augmentent en 2022. Plus de 70 000 ont été employés dans le système agricole canadien. Le Canada se bénéficie de ces travailleurs agricoles occasionnels. En plus du travail, des personnes arrivent à prendre une profession, à développer des adresses nouvelles qui peuvent appliquer chez eux. Un des producteurs les plus importants du monde, le Canada fait une contribution importante à la sécurité alimentaire globale et à l'approvisionnement global. On prend des mesures pour utiliser la science et l'innovation pour aider tous les pays à produire davantage. Pour aider à respecter la demande mondiale de blé, le Canada travaille avec ses partenaires afin de développer le Fonds pour l'accélération de la recherche sur le blé. Cette initiative avec l'Institut de développement de recherche internationale,
ça améliorerait la durabilité de l'aide en Afrique et au Moyen-Orient, particulièrement dans des pays qui dépendent des produits agricoles de l'Ukraine. L'autre, c'est le commerce pour alimenter le monde de façon durable. Les agriculteurs nécessitent un régime de commerce transparent et qui se base sur les règles de la science. Lorsqu'il y a des impacts climatiques, il nous faut des réseaux commerciaux et d'approvisionnement forts pour assurer la sécurité alimentaire au niveau mondial. On travaille ensemble pour développer notre système alimentaire et nous devons être tous assis autour de la table. Il faut que les femmes et les jeunes soient autonomisés pour qu'elles puissent contribuer dans leur communauté. Comme la première ministre canadienne d'agriculture femme, je me centre à assurer que les femmes, les jeunes, les groupes indigènes participent dans ce dialogue. Et ça, c'est pour améliorer l'important travail de l'Institut interaméricain pour la coopération de l'agriculture afin de mettre en œuvre des projets de développement agricole qui aident à des millions de personnes dans le monde, à des femmes, à améliorer leur vie. Vous pouvez compter avec l'engagement total du Canada pour appuyer la sécurité alimentaire mondiale. Nous souhaitons continuer de collaborer avec vous parce que c'est comme ça que nous pourrons alimenter le monde de façon durable. Une fois de plus, merci de l'opportunité. J'ai eu l'opportunité de connaître Álvaro Lario, président du Fonds international pour le développement agricole. Durant la réunion des ministres de l'Agriculture qui a eu lieu ici. Le Fonds international pour le développement agricole est un collaborateur important et stratégique du Canada pour aider aux pays en développement à réduire la sécurité alimentaire, à réduire la pauvreté et à renforcer la résistance au changement climatique en faisant attention particulière aux communautés rurales, les plus pauvres et marginalisées du monde. Donc, donnons la bienvenue à Dr. Álvaro Larios. Bon, merci beaucoup, Madame la Ministre. Maintenant, je ne sais pas si je devrais parler en anglais, en français ou en espagnol, mais bon, je devrais... Bon, je pense que je commencerai en anglais, ça serait un peu mieux. Je ne sais pas si tout le monde parle en espagnol, mais bon, j'essaierai de faire quelques mots aussi en français ou en espagnol, parce qu'après vous, Madame la Ministre, je ne sais pas, mais bon. Distinguished guests, ladies and gentlemen, colleagues, Mesdames et messieurs, collègues, permettez-moi de commencer en remerciant l'ICA de votre travail et pour avoir organisé cette séance et pour la ministre, son leadership, la ministre de l'Agriculture et avant comme ministre préalable dans les politiques internationales et féministes. Je donne la bienvenue à vous tous et toutes. C'est un honneur d'être ici avec vous. De la part de FIDAC pour parler de l'agriculture familiale afin d'atteindre la sécurité alimentaire. Les conversations comme celle d'aujourd'hui sont clés pour avoir un monde libre de faim. Et grâce à vous de cette séance, pendant 45 ans, le FIDA s'est centré à des secteurs pauvres, les plus pauvres avec plus de faim. Dans les pays en développement où il y a peu d'efforts, la mission du FIDA est de se centrer sur la cause. La racine de la faim et le Canada a fourni au FIDA un énorme appui tout au long des années pour gérer la faim, la pauvreté et le changement climatique. Avec l'appui du Canada, le FIDA est devenu celui qui autorise les femmes rurales, qui totalise 50% des projets financés par le FIDA. Permettez-moi aussi de vous donner un aperçu du travail que nous avons fait dans l'agriculture familiale. L'agriculture familiale a un titre spécial pour combattre la pauvreté rurale, la faim, parce que 80% des personnes pauvres du monde habitent dans des régions rurales et dépendent de l'agriculture à petite échelle pour leur
survie, pour la sécurité alimentaire, pour la nutrition. Pas toutes les fermes familiales sont petites, mais toutes les fermes petites sont familiales. Elles ont joué un rôle pour transformer les systèmes des aliments parce qu'on estime qu'elles produisent un tiers des calories mondiales globales et quelque 70% des personnes du monde dépendent des produits en provenance des petites fermes. En Amérique latine et Caraïbes, plus de 60 millions d'agriculteurs travaillent pour alimenter la région. La sécurité alimentaire continue d'affecter 40% des personnes en Amérique latine et aux Caraïbes, comparé avec la prévalence de 29% au niveau global. Les petits agriculteurs ont le potentiel de jouer un rôle clé pour améliorer la situation. Ce rôle sera plus grand, plus important au fur et à mesure qu'on fait face à des défis tels que la croissance de la population, changement climatique, des conflits et une série d'autres impacts dans notre système alimentaire. FIDA, on veut construire un système alimentaire résilient et nous considérons que cela dépend des petits agriculteurs. Nous savons que les petits agriculteurs peuvent être très productifs, mais pour que ces agriculteurs puissent réussir, ils ont besoin d'accès au marché des services financiers. De nouvelles idées et technologies doivent nous aider à combattre le changement climatique pour nous graduer d'agriculture subsistance à la prospérité. Le manque d'action serait trop cher pour chaque dollar dépensé en résilience à moyen terme et ferme familiale. On peut économiser jusqu'à 10 dollars en assistance humanitaire. Nous savons que c'est possible. Nous voyons les résultats dans les projets et programmes que le FIDA appuie en Amérique latine et aux Caraïbes et dans d'autres parties du monde. Comme exemple, le travail avec l'ICA. Et dans ce travail, nous avons appuyé les petites entreprises et les petites fermes pour faire la transition à la production agricole intelligente et résiliente au changement climatique. Nous avons investi en adaptation des changements climatiques. Nous avons fourni de l'assistance rapide pour assistance alimentaire dans des secteurs ruraux en Haïti après le tremblement dévastateur de 2010. Un meilleur futur est possible et investir dans les petits agriculteurs peut faire sortir des millions de personnes de la pauvreté. On a beaucoup de travail à faire pour respecter l'agenda de l'ordre du jour de 2030. Nous avons un temps limité. Le chemin est rempli de défis, mais la possibilité de travailler ensemble pour atteindre ces effets importants m'inspire et vont inspirer beaucoup de gens. Je souhaite écouter vos perspectives pour faire face à la sécurité alimentaire ensemble et pour avoir des bons résultats. Merci beaucoup. Are you open to having any questions, or would you I wish I could, but Est-ce que vous êtes ouverte à écouter des questions? Je souhaiterais, mais je dois partir. J'aimerais bien rester, mais il faut que je parte. Merci. Well, while they're taking a picture, anybody want to ask a question to the minister? Donc, on fait la photo. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Et de main soulevée? De main levée? ¿Se puede quedar un ratito o se tiene que ir luego? Okay. The president is open to having some questions to him before he meets. He has bilateral meetings next door. On peut recevoir quelques questions, mais il y a des réunions bilatérales à côté. Mais vous pouvez poser des questions sur l'agriculture familiale et les Amériques et la sécurité alimentaire. Allez-y. La personne n'utilise pas le micro et on peut pas, on l'écoute pas. Merci beaucoup. Pour nous,
Nous avons une série de priorités liées aux Amériques et qui ne sont pas différentes comparées au reste du monde. La première, comment lier les petits agriculteurs au marché pour s'assurer qu'ils puissent avoir un lien avec le secteur privé et qu'ils participent dans ce type de rapport et collaboration afin d'avoir un salaire propre. Ça, c'est très important. L'autre chose, et comment ils peuvent s'adapter au climat et aux lois de survie de la diversité. Pour travailler avec la nature, il faut fournir les outils et le financement, et parce que parfois c'est cher de s'adapter à ces événements climatiques extrêmes. Et aussi l'accès au financement. On collabore avec beaucoup de banques de développement au niveau national ainsi que de développement agricole. C'est très important de nous assurer que le financement qu'ils reçoivent soit dans le volume et le prix leur permettant de continuer de croître et d'améliorer leur vie. Ce sont 3 points qui me parviennent à ce moment-là. Santiago. À nouveau, sur le micro, on n'entend pas pour pouvoir traduire nos excuses. Je pense que c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je dis toujours qu'on fait des finances du développement, mais ce n'est pas une question de volume. Ce qui compte, c'est d'être centré pour arriver aux communautés correctes, comme le voit souvent au niveau multilatéral. On parle beaucoup de finances commerciales et du flux, mais l'important, c'est de s'assurer que les petits agriculteurs aient accès au financement. Un autre exemple, au Brésil, nous ne travaillons pas. Nous travaillons dans les 3 régions les plus pauvres et celles qui sont les plus impactées par le changement climatique et avec une question des lois de biodiversité. La question, ce n'est pas d'être présent seulement, il faut être présent et faire un changement pour les communautés. Et c'est un message très important. Farmers are looking for loans to increase productivity, production, whereas we really want to see adaptation and resilience supply. How is IFAD working to address some of those gaps and bring supply and I think that's a great question. There will be some of you. C'est une très bonne question. Vous noterez qu'il y aura un sommet en Colombie de financement. C'est une alliance entre plusieurs banques de développement. Et si le FIDA est engagé, pour nous, il est très important de nous assurer et aller au site le plus difficile pour gérer des questions d'adaptation au changement climatique en pays en développement. Mais récemment, je parlais avec un directeur exécutif de la banque privée. Il me disait qu'en fait, les risques les plus importants pour le portefeuille, ce sont la formation pour les petits agriculteurs au niveau des technologies. Une fois qu'ils aient ceci va éviter les échecs. Et donc, je vois formation et développement des capacités comme élément clé. Pour nous, c'est très important de travailler en financement, formation bien centré. Comme je disais, on essaye de donner de l'échelonnabilité des secteurs les plus difficiles. Et cela signifie adaptation et secteur privé. Pour nous, les organisations d'agriculteurs sont nos partenaires. On travaille avec les communautés gouvernementales, mais les acteurs clés sont les agriculteurs. C'est pour ça qu'on travaille avec les associations d'agriculteurs coopératives, des femmes, des agriculteurs. Voici nos acteurs clés. Je peux le dire clairement parce que autrement, l'élément le plus important, c'est que ces communautés
s'approprient de leur terre et de leur travail. On ne peut pas imposer des solutions. Ils doivent faire partie du développement de la solution et partie de exprimer leurs besoins. Ils doivent nous exprimer leurs besoins. Ce n'est pas que FIDA les impose ou le gouvernement les impose. Et il faut savoir ce qu'ils nécessitent. Nous sommes un intermédiaire pour apporter des choses positives. Une dernière question. Some of the most fruitful years of my profession at EPAC, working with one of your predecessors. And I guess my question to you is because we saw it so important at that time that priorities change. And my question to you is, what priority does EPAC give to nutrition? Specifically, when one thinks of the correspondence of the race with climate change, with the push towards addressing the needs of women and girls. Many examples EPAC can put forward in terms of countries of where the dire conditions in terms of nutrition also reflect the dire conditions in terms of the role and treatment of women and girls. And it's a no-brainer. And so my question to you is EPAC serious about addressing the issues of feminization that are so important for Canada? Thank you. So, Merci. streaming themes actually are Et nutrition. je pense que pour nous, ce qui est le plus important, c'est la nutrition et l'action climatique. Et il y a beaucoup d'années qu'on a commencé à faire une évaluation pour voir quel est l'impact et, par exemple, combien de millions auront l'accès au marché pour avoir les résiliences dans tous ces aspects. Et pour la nutrition, on a commencé il y a 3 années pour évaluer quel est l'impact et quels sont les défis qu'on a. Mais je pense qu'on pourrait dire que pour nous, on ne peut pas dire maintenant quelles sont les implications pour nous. Ce qu'on a vu vers l'alimentation et que pour les femmes, il y a beaucoup des implications et les conséquences. Et on a vu aussi que ce n'est pas facile. Et ce sont les choses qu'on doit étudier, mais ça pose un défi pour les femmes et pour avoir l'accès aux services en relation à les normes du genre et pour la transformation. Et ça, c'est le rôle clé parce qu'on peut s'assurer de transformer ces économies rurales pour la création d'emplois et éviter les conséquences qu'on a discutées dans les parlements et quelles sont les conséquences et quels sont pour les conflits et la migration et tous les défis qui sont en réalité, que c'est très clair et on a besoin d'assistance humanitaire et pour nous c'est clair qu'on doit investir dans les opportunités d'emploi pour avoir la possibilité de choisir quel est ce qu'on veut pour notre vie. Merci. Merci. Merci beaucoup. So we're going to follow up on the next item on our agenda. There's On va continuer avec l'ordre du jour et avec une présentation de l'ordre du Costa Rica. almost 10-minute presentation. Ce sera une présentation de 10 minutes. On peut commencer avec la présentation. A reminder, all the bios, we don't introduce people very much. It's all on the QR code. Just go online. You'll find everything there, English, French, and Spanish. And we're ready. On peut trouver tout ça avec, si on trouve les QR codes, on peut trouver la présentation. It has to be read.
Bon, on va commencer. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici au Canada. Alors, je dois être ici plus souvent parce que c'est la première fois que c'est moins de 10 degrés. Alors, je vais vous remercier pour l'opportunité d'être ici. C'est merveilleux. Je l'avais vu dans les Zoom, mais c'est pas juste. C'est merveilleux de voir tous les vieux amis et quelqu'un que je connais depuis 20 ans. Ce sont et je vais aussi tous les jeunes ici, je vois mes amis. Et alors, c'est merveilleux de vous voir tous mes collègues ici. J'espère que je vais pas vous faire dormir et que les jet lag va vous affecter. Et mes amis de USDA, on peut travailler ensemble avec Tyler. C'est un plaisir de vous voir ici. On peut continuer, s'il vous plaît? Okay. On va parler avec le contexte de l'Amérique latine et la sécurité alimentaire, que c'est le thème de la présentation et la transformation du système alimentaire. Et on peut faire un criticisme du point de vue que j'ai travaillé avec des agriculteurs parce que l'Amérique latine est riche, on a diversité dans les planètes et 3% de la production alimentaire globale et de la exportations d'agri-food, c'est 16%. Et alors, on a plus d'exportations que d'importations et ils ont la biodiversité, 50% de la biodiversité et 23% de l'eau et toutes les opportunités. Et alors, si on ne connaît pas l'Amérique latine, je peux vous dire que c'est merveilleux et c'est très important pour le Canada et le reste du monde. Et c'est par ce qu'on représente tous les Amériques parce que je travaille avec tous les gens de l'Amérique latine et on représente les Amériques et on peut commencer du Canada à l'Argentine et les Caraïbes et Canada et Mexico et les États-Unis. On a beaucoup de chiffres alors pour l'Amérique latine a une part plus importante des paniers à pain. Et on peut continuer maintenant. Et alors, comme on peut voir, nous sommes les leaders avec du sucre, du café et l'agriculture, mais les endroits tropicaux. On va parler avec du tropique. On peut voir le nord, le sud pour la production de la taux de croissance dont on peut trouver le pouvoir de l'agriculture et avec ces endroits, on peut trouver toute la biodiversité que c'est d'importance culturelle. Pour la biodiversité, on va parler avec l'investigation dans ces séries. Le Brésil est très important comme partenaire et le Brésil a les exportations de $8 pour tous les autres pays des Caraïbes, qui sont les pays qui sont importateurs, et ils ont le but de faire une réduction, que je pense que ce ne sera pas possible, mais si on peut aider les Caraïbes pour investir, par exemple, dans l'agriculture familière, les changements climatiques et la résilience que c'est
très importante. On a 14 et on peut s'assurer qu'on doit penser pas seulement à l'alimentation, mais comment peut-on l'aider. Malnutrition is a very sad thing to discuss. That here in the On parle de la malnutrition, c'est triste, et c'est par rapport à tout le reste du monde, dans les Caraïbes, c'est pas mal, mais de toute façon, on peut parler de Guatemala, qui est le 3e niveau de malnutrition au niveau global, et on ne peut pas accepter ça. C'est les voisins, et il faut améliorer la technologie et la biofortification. Il y a une compagnie qui travaille maintenant pour avoir pour ajouter les zinc et les fer dans l'alimentation. Et là, des différentes compagnies, comment peut-on transformer la malnutrition? Et il y a beaucoup de développements économiques qui ont trouvé la diversification et comment peut-on travailler pour la transformation de l'alimentation? Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas transformer, ils ne peuvent pas toucher l'alimentation. Alors, je pense que Canada, c'est comment peut-on aider la transformation de la nourriture et pour tous les pays avec malnutrition, comme vous pouvez voir, ça c'est les Caraïbes et l'Amérique latine. Et on peut discuter la même chose. Il n'y a pas une raison pour avoir faim dans les Amériques et pour avoir la malnutrition. Et par rapport au reste du monde, on a accès à la protéine des animaux. Et dans les Amériques, on ne devrait pas avoir malnutrition dans cette région du monde. Le président de FIDA a parlé de qu'il y a beaucoup de pauvreté dans les aires rurales. Et dans les zones rurales, c'est tragique que les personnes ont faim. Alors, il faut penser à comment faire face à ces problèmes de la malnutrition dans les zones rurales. Alors, on peut parler de les choses que le président de FIDA disait, de 57 à 67, c'est la contribution de l'agriculture familiale à la production alimentaire dans la région, et 60 millions de personnes, ce sont les emplois qui ont été générés par l'agriculture familiale. Alors, c'est approximé, et dans l'Amérique centrale, 60% de l'agriculture familiale vivent encore en pauvreté. Et alors, le président va visiter et participer dans les réunions bilatérales pour parler de la pauvreté dans les Amériques et dans toutes ces régions. Et il faut se concentrer parce qu'on ne peut pas oublier le développement économique. Alors, avec mes collègues ici au Canada, on a travaillé avec les agences de développement pour penser avec l'Amérique latine et les Caraïbes pour s'assurer qu'on travaille dans la sécurité alimentaire. Le niveau d'éducation, c'est seulement 50% et il y a des services électriques et il y a beaucoup d'informations qu'on peut utiliser, par exemple avec les cellulaires, mais ils n'ont pas l'accès à Internet. Et on a fait des recherches avec Oxford et Microsoft sur ces sujets, et il faut travailler pas seulement pour améliorer l'alimentation, mais pour améliorer l'accès dans ce parlement. Et
Alors, la recherche, il faut investir dans les recherches. Et comme on peut voir, la recherche, on n'a pas les recherches dans l'agriculture. IICA, c'est un institut qui fait la recherche, mais il faut avoir la capacité technique, par exemple avec les cafés, les cocoas, et il faut visiter, mais il faut se concentrer. Il y a des semaines, on a discuté dans une réunion avec les systèmes de CGR et pour les sommets PSIAD et les banques mondiales qui ont discuté la recherche, il faut avoir les soutiens pour ces initiatives que je pense que sont très importantes. Et il faut prendre les recherches, faire l'investissement et faire la recherche et dans les tropiques et dans les régions tropicales. Et COVID était on a eu un triple choc. On avait l'inflation et la guerre en Ukraine qui a affecté les femmes de partout. Et il y a beaucoup de gens qui ont 33% qui vivent en extrême pauvreté et ont affecté les subsistances des gens et des familles. Et je pense que l'inflation a affecté les croissances économiques, pas seulement dans le Canada, mais aussi dans les pays en développement. Et tout le monde a écouté avec la transformation des systèmes alimentaires dont on a parlé depuis beaucoup de temps. Et ce sont les clés qu'on doit intensifier pour la transformation. Pour moi, c'est un améliorement. Pour moi, c'est comme dire que le système est par exemple, un échec. Mais on peut avoir un petit déjeuner que c'est excellent, c'est délicieux. Alors, je pense que ça fonctionne, mais on peut l'améliorer. Et de toute façon, on peut améliorer ce dont on peut travailler. La nutrition, c'est très importante. Et la nutrition est... On doit parler de le climat et IICA, c'est une institution qui travaille dans les politiques publiques et au niveau des politiques, les membres du Canada à l'Argentine ont besoin. On peut les aider pour le développement des nouveaux politiques pour l'agriculture et tous les composants qui vont évaluer parce que IICA, c'est une institution dont les Amériques travaillent ensemble et on a observé les politiques qui s'appellent OXA. Et je vous invite à travailler et visiter les websites pour voir ce qu'on peut parler comme Jean-Charles nous a raconté. On peut continuer, s'il vous plaît? Notre stratégie est donc de travailler au niveau du pays. Nous avons des bureaux dans les 34 pays de l'Amérique et nous avons aussi Jean-Charles représenté ici, un équivalent de sa personne dans tous les pays. Et c'est une des choses qui nous fait nous sentir fiers. Ça coûte beaucoup d'argent d'avoir une présence dans chaque pays. Nous remercions l'appui fourni par chacun. Le Canada, c'est un des pays qui nous financie, qui nous aide avec tout l'appui. On vous remercie pour cela. Et aussi,
La création de consensus dans l'action régionale. Et j'ai mentionné le système, le sommet des systèmes alimentaires des Nations Unies de 2021 et le but était de transformer nos systèmes alimentaires et parler des échecs, combien mauvais nos systèmes alimentaires étaient. Je me suis réunie avec des centaines de personnes, peut-être 4 fois cette audience pour parler de système. Et il n'y avait pas un seul travailleur de ferme. Et comment on peut parler de la transformation du système alimentaire si sont les gens des fermes? Donc, ce sommet du système alimentaire des Nations Unies a été... ceci s'est passé à l'époque de la COVID-19 et il y a eu quelque chose de positif. La COVID nous a enseigné qu'on peut mieux se communiquer en utilisant des moyens électroniques. Bon, vous savez que probablement ça vous arrive comme moi. J'ai beaucoup de problèmes avec mon ordinateur parfois et le fait de éteindre le micro, etc., ça se passe partout dans le monde. Mais Dieu merci, nous avons cette connectivité. La pandémie est arrivée au moment où nous pouvons jouir de la connectivité. On a parlé avec les ministres pour essayer de nous assurer s'il y a suffisamment d'aliments. Et trois choses sont sorties de là. Que les fermiers doivent être présents, les banquiers aussi, et la politique, mais non pas au niveau d'idéologie. Pas en percevant ce que les consommateurs veulent, mais la science. Et la troisième, c'est que l'agriculture fait partie de la solution à nos problèmes climatiques. Et l'agriculture pollue, mais il y a aussi elle apporte aussi des solutions pour moins de contamination. La troisième composante que l'agriculture fait partie de la solution concerne la COP 27. Là, nous avons eu tous nos ministres dans plusieurs réunions. On a développé un ordre du jour qu'on a soumis aux leaders à la COP 27 qui a eu lieu en Égypte. Et comme le Canada, les États-Unis, on avait les fonds pour parler ou pour envoyer et aider chaque ministre de l'Agriculture participer avec leur contrepartie respective dans des questions agricoles pour que il venait là. Le délégué de Mexico m'a dit que ça a été la présence la plus importante des ministres de l'Agriculture des Amériques dans un sommet de cette taille. Et ceci a été grâce à l'appui fourni. Et voici quelques engagements qu'on a menés avec les ministres de l'Agriculture à la COP27, renforcer le secteur, la participation du secteur de l'agriculture dans les plusieurs domaines de discussion climatiques, améliorer les mécanismes, faciliter les connaissances de la recherche et continuer avec le travail du climat. C'est un des piliers et nous avons 9 piliers. Mais c'est une composante importante de ce qu'on est en train de faire. JC était là à Washington l'année dernière et vous aussi. Et le ministre Gauss est ici, ainsi que le secrétaire de l'Environnement qui était là. Ils sont les principaux responsables de la question de l'environnement et la présidence de la COP 28 qui aura lieu à Dubaï ont invité l'ICA à participer de cette réunion de ministres sur la question de l'agriculture. La prochaine réunion de la COP 28 qui aura lieu à Dubaï. Donc, en y arrivant, nous allons avoir une réunion ministérielle qui aura lieu au Costa Rica qui va nous mener à la réunion à Dubaï. En voici quelques domaines où nous sommes en train d'avoir des formations.
et cette semaine. Et nous avons tous ces sujets qui sont ici. One Health, c'est une initiative avec laquelle on travaille avec le Canada. On ne se réunit pas avec des personnes du secteur de la santé, mais le code alimentaire, toute la question de la santé, des aliments, un agenda de cet hémisphère au niveau ministériel qui aura lieu au Costa Rica et après sera amené à la réunion ministérielle qui aura lieu à Dubaï. Je vais conclure avec la question des bananes. Je vous ai dit que j'allais parler d'un fruit tropical. Pourquoi? Je ne sais pas si tout le monde sait ceci, mais il y a une maladie qui s'appelle TR4 qui est présente en Afrique, en Asie et qui est arrivée en Colombie il y a 3 ans. Elle a été contenue assez bien, mais c'est une maladie qu'on ne peut pas éradiquer. Il n'y a pas moyen de le faire. Nous avons une alliance globale contre le TR4. Et donc, on a le commis de bananes et comme participants, ce sont les gouvernements de tout le monde, des secteurs affectés, institutions et les 4 principales compagnies qui produisent de bananes. Et ce que nous avons, c'est une lutte contre le temps. Nous avons 3 piliers d'investissement. D'abord, biosécurité. Il faut éduquer, communiquer à tous les fermiers de l'Amérique latine et partout dans le monde. Il faut les prévenir. La mesure de biosécurité, des changements de chaussures, nettoyage, renfermer les secteurs, faire attention aux migrants qui, en provenance du Venezuela, qui traversent toutes les Amériques et nous occuper parce que eux, peut-être, peuvent transmettre la maladie sans se rendre compte. Et cette maladie, quand elle est sur la terre, commence à détruire la plante. On a commencé à investir en biosécurité, en recherche pour contrôler cette maladie. Et cette recherche est en rapport avec des solutions conventionnelles ou génétiques. Et donc, il faut trouver une solution génétique à ce problème. Mais nous sommes dans la campagne pour essayer de prélever des fonds pour pouvoir combattre cette maladie et cette peste. Donc, je veux... J'avais une autre diapositive, mais bon. Et Chiquita del Monte Dole sont les entreprises plus importantes qui produisent des bananes, qui s'occupent de la banane. C'est une question importante pour cette question de la banane est le 5e repas le plus consommé par des milliers de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui dépendent de la banane. Pour pas mal de personnes, c'est la source de nourriture. Je sais que j'ai dépassé le temps que qui m'était attribué, mais je suis ici. Maintenant, et qu'on a dépassé 10 minutes du temps, je voudrais prendre une petite pause pour que vous puissiez interagir entre vous. Il y a une station de réalité virtuelle. Et donc, on va faire l'expérience, ça prend 15 minutes. Donc, je vais vous donner 15 minutes. Et je n'occupe pas de temps pour... on va reprendre à 10h25 et le deuxième panel aura lieu à 11h. Et on termine à 11h. J'en ai toujours éveillé. Est-ce que ça marche pour tout le monde? Ça va? On peut faire comme ça, 15 minutes de pause et puis on revient. Voilà. Non, c'est pas moi. ¿Qué pasó? ¿Sí? No, somos 5. Welcome back, everybody.
bienvenue à nouveau. On va faire une photo. On doit continuer. Sur l'agenda, là. On a pris un peu de retard, donc j'en profite tout de suite. On va laisser faire les présentations, les introductions des conférenciers. Parce que tout est disponible si vous allez au code QR, là, sur votre nom. You can see all the bios of all the speakers online, so we won't do speaker presentations. We'll just go straight in. Vous pouvez voir toutes les présentations en ligne. On va passer directement au dialogue sans présenter les panélistes. Soyez les bienvenus à nouveau ici dans la salle et sur l'Internet. Le format est un format différent. On ne va pas avoir des présentations formelles. On va avoir un dialogue. Je vais commencer par Rod. Un rappel. Si vous souhaitez des auriculaires pour l'interprétation, elles sont au fond de la salle. Comme vous avez vu, le sujet, c'est l'agriculture familiale, la résilience climatique, futur du secteur, organisation des agriculteurs. Elles font toutes partie de la solution au développement durable pour eux et pour le monde. Nous sommes le paquet alimentaire pour la planète. Donc, aujourd'hui, nous avons FIDA, la Fédération agricole du Canada et de Québec. On va commencer par la question se centre sur comment porter de l'échelonnabilité aux solutions. La focus sur des solutions de développement, à réussir l'agenda 2030 et toutes les questions que nous avons à présent dans les Amériques. La décennie de l'agriculture familiale, 4 ans déjà. Qu'avons-nous appris jusqu'à maintenant? Meilleures pratiques, leçons apprises, de la perspective d'une organisation agricole. On va commencer par... Allez-y. Merci, bonjour collègues. C'est un plaisir de vous voir, vous tous ici réunis, voir beaucoup de visages connus, des processus du G20, des collègues du FIDA, etc. C'est une honneur pour moi d'être ici au Canada. C'est la première fois que je viens au Canada, particulièrement parce que j'écoutais qu'il fait trop de froid. Mais je vois que c'est pas tellement froid. Lloyd a fait une présentation fantastique. Et j'ai pris des données. Il a utilisé beaucoup de données, détails que moi j'allais mentionner. Je veux me centrer sur 4 points principaux. Tout d'abord, un peu sur le FIDA et le travail qu'on fait. La base de ce que la présidente a dit ce matin, peut-être une réflexion sur l'agriculture familiale et pourquoi elle est si importante. Un peu sur le décennie agricole des Nations Unies et un peu sur l'avenir, le rôle du Canada. Comme vous avez écouté notre présidente ce matin, nous sommes une entité assez particulière parce que nous sommes une institution de financement international et en même temps une agence spécialisée des Nations Unies. Nous sommes nés aux années 70 en réponse à la crise alimentaire électrique de l'époque. Et beaucoup des arguments pour la création du FIDA sont un reflet de ce même défi qu'on affronte actuellement. Nous assurer que les agriculteurs aient l'appui économique approprié, etc. Tout au long de l'existence du FIDA, il y a une série de choses qui ont caractérisé notre tâche. D'abord, comme on a écouté de plusieurs panélistes ce matin, beaucoup des personnes les plus pauvres, marginalisées du monde se trouvent dans des secteurs, dans des régions rurales. Nous savons aussi que les personnes les plus insécures au niveau des aliments sont les agriculteurs. La tâche du FIDA avec nos partenaires partout dans le monde a été très importante et les davantage aujourd'hui. Et le plus important que FIDA fait, se centrant sur les agriculteurs à petite échelle et des personnes marginalisées dans les secteurs ruraux, nous sommes une entité
dédié à l'agriculture familiale et à l'agriculture de petite échelle. C'est tout ce que nous sommes. Cette approche est très importante pour nous et très importante pour beaucoup des États membres. Nous bénéficions plus les petits agriculteurs que toute autre organisation dans le monde. Plus de 130 millions de petits agriculteurs se sont bénéficiés de notre appui annuel. Nous travaillons partout dans le monde, on comprend toutes les régions. Nous l'avons fait pendant 45 ans. Une organisation multilatérale, ce qui est important de notre tâche, c'est qu'on fournit du financement prévisible et permet de construire des rapports de confiance à long terme avec les États membres. C'est très intéressant. Hier, on s'est réunis avec plusieurs ministres, vice-ministres des Affaires internationales, et il y a eu cet argument de comment on gère les différentes choses de politique, et les dialogues difficiles avec le gouvernement. Et nous avons ces liens à long terme, et cela nous permet d'avoir un dialogue autour du type de changement à mettre en œuvre, combien difficile c'est. En tant qu'organisation, nous avons un rapport de confiance qui sera à long terme. Une autre chose qui caractérise notre tâche, c'est notre focus sur des résultats. Les gens savent que le FIDA est un leader qui se base sur des résultats. Nous mesurons en grand détail l'impact de notre tâche sur les agriculteurs et sur l'agriculture. Et comme je dis préalablement pour nous, il s'agit d'aider à développer les villes, les opportunités des agriculteurs. La dernière chose que je peux dire sur le FIDA, c'est que comme entité de financement, un des valeurs ajoutées que nous apportons, c'est faire levier du budget et des ressources pour avoir un impact plus important. Ceci est très important dans l'environnement actuel. Je suis sûre que Madame la ministre a dû partir au Parlement pour parler du budget que le Canada est en train de mettre en œuvre. Nous, dans le domaine de développement, nous devons pouvoir personnaliser pour les payeurs des impôts comment on essaye de faire levier de l'argent. Et c'est très important pour le FIDA. Tout dollar qu'un payeur d'impôts au Canada utilise, on l'utilise dans les $6 de développement sur le site. C'est important. Comme organisation, parfois, on n'a pas de ressources pour faire face aux défis qui existent au niveau global. Il faut coopérer et trouver les meilleures façons de mobiliser et des financements parce que les défis sont mondiaux. L'insécurité alimentaire est un défi global. Au niveau de l'agriculture familiale, ceci, c'est le centre de notre travail. Et je crois qu'on a déjà fourni un bon résumé de l'importance de l'agriculture familiale, celui que Lloyd a fait. C'est important pour la sécurité alimentaire, notamment dans beaucoup de pays en développement, les aliments proviennent de fermes familiales et des pratiques durables, conserver la biodiversité. Nous savons que les petites fermes, les petits agriculteurs ont des modèles de culture qui sont plus durables et ils ont différents types de biodiversité dans leurs fermes. Et c'est très important pour la durabilité comme un tout. Nous savons que les pays en développement, l'aspect des moyens de vie est très important. C'est un employeur clé dans les secteurs européens, notamment parmi les jeunes. Et il y a des salaires, cela aide à faire que le revenu des personnes augmente. Et moi, après travailler pour le FIDA sur le terrain pendant 25 ans, ceci est très important pour moi. J'ai jamais connu un agriculteur qui n'ait pas voulu tirer parti de sa agriculture pour améliorer l'éducation de sa famille, pour s'assurer d'avoir un meilleur futur que celui qu'ils ont à présent. Et l'agriculture familiale peut fournir ces produits. Il y a un aspect culturel très important de l'agriculture familiale. Et je suis vraiment impressionnée avec les outils que j'ai vus dans cette installation. J'ai pas vu d'autre chose similaire ici. Ce qui a ici en sciences et en technologie, mais en héritage culturel, ce qui a été signalé ce matin était très intéressant quand vous essayez d'éduquer les personnes qui visitent le musée. La question que la science et la technologie et le progrès agricole
ne signifie perdre. L'héritage culturel ne signifie pas d'avoir des pratiques durables et de l'agriculture familiale, et c'est ce qu'on essaie de projeter. On ne veut pas retenir le développement à la base d'une idéologie, mais on veut s'assurer que les vies se construisent de façon durable tout en protégeant les personnes et la planète de façon simultanée. Le point final par rapport à l'agriculture familiale, c'est l'élément de réduction de la pauvreté. Les données apportées par l'OIG vis-à-vis des personnes qui sont plus désavantageuses ou les défis des agriculteurs familiaux sont très importants et nos données d'évaluation d'impact montrent qu'il y a l'opportunité d'améliorer les revenus et les vies par le biais de l'agriculture familiale. Très rapidement, en ce qui concerne la décennie des Nations Unies sur l'agriculture familiale, ceci a été un événement principal qui s'est basé dans l'année de l'agriculture familiale 2014, si je ne me trompe pas, et on a déclaré une décennie pour les Nations Unies. Le FIDA et le FAO des Nations Unies sont les leaders, je crois qu'on s'appelle comme ça, pour aider à mettre cette décennie en œuvre. Sous ce sujet, il y a un plan d'action global pour la mise en œuvre de cette décennie. Et ceci se centre sur quelques éléments clés. Le premier élément, c'est de s'assurer qu'il y a les politiques appropriées afin d'appuyer l'agriculture familiale. Une autre priorité concerne la construction de capacités et connaissances pour les petits agriculteurs et accès aux technologies appropriées, aux connaissances appropriées pour pouvoir construire sur ces connaissances traditionnelles et améliorer leur productivité et leur vie. Le décennie se centre fortement dans des questions de genre et égalité. Nous savons que dans des pays en développement, comme quelqu'un l'a mentionné, je crois que ça a été vous, Steve, la question de féminiser l'agriculture, l'importance de ceci pour nous chez FIDA, un agriculteur normalement a un visage de femme. Et ceci a un impact énorme sur la forme dont on appuie et nos produits, mais il y a aussi un énorme retour de l'investissement en ce qui concerne la façon d'utiliser les profits et comment les vies s'améliorent au niveau de la famille. Le point final du décennie, je crois que c'est très important, c'est l'opportunité de participer dans une plateforme multi-acteurs de collaboration. Si les données de ce matin ne vous ont pas fait peur à mesure de l'aspect global, et ce n'est pas une crise mondiale non plus, c'est pas ça, pas encore. On est en train d'éprouver on est toujours en train d'éprouver la crise de 2008 au niveau des prix des aliments. On n'a pas fait suffisamment pour résoudre quelques problèmes structurels existants dans la communauté internationale. Je pense que quelques données mentionnées par l'OIG ce matin soulignent la question comme communauté internationale. On ne peut pas continuer de penser à court terme en ce qui concerne la sécurité alimentaire. Si on continue de se faire, on va retenir cette mentalité de donner des aumônes au lieu d'autonomiser les gens. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Et ensemble, nous devons reconnaître l'importance de l'agriculture familiale, établir les politiques appropriées, l'investissement approprié et les collaborations appropriées pour appuyer l'agriculture familiale. C'est très important de notre point de vue. Merci. Excellente introduction. Et maintenant, je voudrais inviter à une perspective sous-nationale canadienne. Je pense que mon collègue va faire sa présentation en français. Je vais effectivement parler en français. Je vais parler lentement, alors peut-être vous allez réussir à me suivre pour ceux qui ne sont pas familiers. Alors, effectivement, je travaille pour l'Union des producteurs agricoles. Je suis directrice générale adjointe. Très brièvement, l'UPA regroupe l'ensemble des producteurs agricoles du Québec. Il y en a 42 000 productrices, producteurs agricoles à travers tout le territoire du Québec. J'ai envie d'aborder la question de la sécurité alimentaire sur le plan territorial, parce qu'à mon sens, je pense que cette question-là doit être adressée selon les niveaux territoriaux sur lesquels on se base. Puis je vais prendre l'exemple du Québec, c'est celui que je connais le mieux, mais je veux l'élargir au niveau national et international. Au niveau provincial, on a la chance effectivement au Québec d'avoir une organisation très structurée où les producteurs ont pu, à travers le temps, ça fait 100 ans que cette organisation existe, ont pu mettre en place des outils de mise en marché collective
qui, à mon sens, est un des meilleurs moyens d'assurer une certaine autonomie alimentaire, une certaine sécurité alimentaire, puisqu'on garde la production sur une base locale et on offre nos produits directement selon la demande. Ça permet aussi aux producteurs d'avoir une source de revenus stable et de maintenir des entreprises à échelle familiale sur tout le territoire, puisqu'on mutualise toute la mise en marché des produits. Donc, à mon sens, c'est un outil merveilleux pour assurer l'autonomie alimentaire et la sécurité alimentaire des populations. Pendant la pandémie, de notre côté, on n'a pas trop vécu de bris de chaînes alimentaires, notamment parce qu'on avait ces outils-là en place. Puis, comme je le disais, c'est aussi une occupation du territoire, sur tout le territoire. Au Québec, on a des zones, quand même, un axe urbain très concentré. Mais grâce à ces outils, on a une présence, une économie locale à travers une plus large partie du territoire, puisqu'on vient générer une économie locale, et ce qui permet d'avoir des villes, des villages, des écoles, des familles sur pas l'ensemble du Québec, mais une partie plus large que les zones urbaines. Également, quand on parle d'agro-environnement et d'adaptation au changement climatique, cette forme-là d'agriculture est beaucoup plus résiliente aux enjeux, ne serait-ce que géopolitiques, économiques, même d'un point de vue social. Puis au niveau agro-environnemental, c'est aussi la possibilité pour certains programmes, certaines politiques publiques de pouvoir se mettre en œuvre directement sur le terrain à travers les producteurs agricoles. Alors au Québec, il y a plein de programmes qui permettent, avec la recherche, avec les scientifiques, de mesurer, par exemple, les impacts des changements climatiques à l'échelle de la ferme. On a un projet qui s'appelle AgriClimat, par exemple. Des fermes pilotes, on est capable d'aller mesurer les impacts, mais aussi la possibilité pour les fermes d'être la solution au changement climatique. Comme je l'ai entendu ce matin, l'agriculture est un problème et une solution en même temps au niveau des changements climatiques. Et donc, à l'échelle de la ferme, on est capable d'aller chercher, là, notamment en captation de carbone, par des bonnes pratiques agricoles. On est capable aussi de participer là, à la baisse des gaz à effet de serre. Donc, grâce à cette organisation qui est très structurée, on est capable de mettre en branle des projets où les producteurs sont au cœur de la dynamique. Ça, c'est très important. Je l'ai aussi entendu ce matin. Les producteurs doivent être au cœur de la solution, doivent faire partie de la dynamique à la même échelle que les chercheurs. C'est ce que d'ailleurs les Living Labs, dont parlait la ministre Bibeau ce matin, c'est un peu l'esprit des Living Labs. Tout le monde est à la même échelle et le producteur est au cœur de cette dynamique. C'est à mon sens aussi très important pour évoluer, progresser et faire en sorte que la recherche s'applique concrètement sur le terrain avec les producteurs, pour les producteurs. Donc ça, c'est au niveau québécois. Si j'élargis un peu plus au niveau canadien, au niveau international, ça m'amène à parler de la branche internationale de l'UPA, qui est UPA Développement International. Le directeur du PADI est ici, Hugo Beauregard-Langelier, qui travaille à l'échelle vraiment internationale auprès d'environ une quinzaine de pays, une présence aussi, en fait, en collaboration avec une soixantaine d'organisations, beaucoup des organisations de producteurs. La philosophie qu'on a au Québec, on essaye de la partager aussi ailleurs. Cette philosophie-là est basée sur le fait que les agriculteurs soient bien organisés à travers des organisations qui sont capables de mettre en place certains projets en partenariat avec d'autres organisations. Par exemple, je sais qu'avec IFAD, il y a des choses qui se font, il y a des montants, des programmes qui permettent de mettre en place ces projets-là avec les organisations de producteurs localement. Au niveau des Amériques, UPADI travaille notamment dans les Caraïbes. Il y a un projet en cours, Bolivie, Pérou. UPADI est également présente en Afrique, en Asie. Donc, c'est toute une expertise qui a été développée sur la base de ce qui se fait au Québec. Donc, il y a une trentaine d'employés qui sont basés au Québec et les volontaires qui vont travailler avec les coopérants et les organisations locales, ce sont notamment des producteurs agricoles
qui vont sur le terrain, qui partagent leur expertise, et on a aussi des producteurs qui viennent au Québec voir ce qui s'y passe. Donc c'est vraiment un échange d'informations, de données, en partenariat avec les organisations de coopération, en partenariat avec des chercheurs. Donc c'est toute une approche concertée, partagée, de co-développement finalement, qui est quand même très structurante. Je parlerai aussi sur le plan international des travaux que mon organisation et UPADI aussi travaillent. On a un projet très ambitieux qu'on travaille depuis 2008 au sein d'une coalition qui s'appelle la coalition Nourrir l'humanité durablement. L'idée, là je vais le résumer très brièvement, mais c'est de faire émerger une convention internationale sur l'alimentation durable. C'est très ambitieux, mais dans les faits, on se dit que ça doit passer par cette voie-là pour pousser des politiques publiques qui permettent de renforcer des outils, des politiques, des programmes de production alimentaire à l'échelle des nations. Donc, qu'on priorise finalement les agricultures et l'autonomie et la sécurité alimentaire de chaque nation. Et surtout que sur le plan international, les denrées alimentaires ne soient pas seulement des produits commercés d'un point de vue économique, mais qu'on y intègre aussi les volets environnementaux et sociaux. Je ne sais pas si vous me suivez là, mais c'est qu'à l'heure actuelle, au niveau du commerce international, on a seulement le biais économique dans les échanges commerciaux de denrées alimentaires, ce qui est quand même un peu un non-sens puisqu'on est sur des denrées absolument essentielles à la vie humaine. Donc, l'idée, c'est de changer un petit peu les paramètres de tout ça. Et donc, cette coalition-là regroupe la société civile, les producteurs agricoles. On travaille aussi avec les paliers gouvernementaux. On veut travailler avec la FCA aussi là-dessus. On vient de lancer une branche ouest-africaine de la coalition. L'idée étant de créer une pression pour que les États se mobilisent pour avoir une convention au même titre que celle sur les changements climatiques, la biodiversité. Et on se base aussi sur les travaux qui ont été menés notamment au Québec sur la diversité culturelle. C'est un peu la même notion. C'est de prioriser la production locale des denrées alimentaires au même titre que la culture. Donc, je pense que ça fait le tour des différents paliers, mais comme je le disais, je pense qu'il faut adresser la question de la sécurité alimentaire à différents niveaux et que la clé se trouve sur le plan local auprès du monde qui nous nourrit et des gens qui structurent des filières alimentaires proches de ceux qui en bénéficient. Voilà. Bravo Magali, merci. On pourra en faire un atelier de 3 heures uniquement juste sur ça. Je suis très brimée de devoir résumer ça très vite. Un gros merci. Et franchement, l'UPA, modèle agricole, comme organisation d'agriculteurs par excellence pour le monde entier dans les Amériques. Très intéressant de ce modèle-là à propager, à copier. J'aimerais peut-être faire le suivi avec Santiago dans ce cas-ci. Hein. Vous êtes le prochain, s'il vous plaît. Bien sûr. Merci, Charles. I am with the IDRC. Je suis avec le IFC et c'est une corporation internationale de développement. On a un mandat et pour les 50 ans pour faire la recherche et pour le soutien des chercheurs, pour les rôles des chercheurs pour la sécurité alimentaire et pour les petits agriculteurs. Par de cette expérience, ce qu'on a appris particulièrement dans l'Amérique latine avec l'impact du COVID-19, parce que je pense qu'on a beaucoup appris avec la capacité de répondre à une situation comme le COVID et beaucoup des résultats qu'on a trouvés dans les conversations qu'on a eues. Et je pense que les premières composantes qu'on peut mentionner, c'est les rôles des chercheurs, c'est comment peut-on transformer et ce qu'on a transformé pour les systèmes alimentaires dans l'agriculture. Alors, les petits agriculteurs ont fait la recherche depuis longtemps et on ne peut pas oublier ça parce que les connaissances peuvent se transformer dans les dialogues qu'on peut avoir. On a un groupe d'initiatives
et avec les rôles des connaissances indigènes qu'on a lancé pour la transformation dans les connaissances plus résilientes, dans comment on penser et trouver les solutions pour travailler et avec les connaissances traditionnelles. Et on travaille maintenant avec 5 projets autochtones et je pense que c'est la clé. Et après, on peut décider qui va faire la recherche et quelle est la réalité de la recherche agricole, parce que je pense que seulement 20 personnes, ce sont les femmes et les agriculteurs. On a besoin de beaucoup de femmes et on a la responsabilité de s'enfoquer et de trouver une solution. Quand on parle de la question de genre, et on ne peut pas intégrer les genres parce que c'est parce que je pense que c'est la bonne chose à faire, la meilleure chose à faire, parce que quand on doit faire une décision et quand on n'a pas les financements, il faut comprendre toute la complexité des problèmes qu'on essaye de trouver une solution. Et si on parle de la complexité, quand on parle de la crise climatique, on ne peut pas trouver une solution facile parce que c'est un problème complexe et c'est quand on peut réaliser que la recherche dans l'agriculture, c'est lié à la sécurité alimentaire. Alors, j'aime ça parce que quand on était petit, c'était plus facile d'expliquer les politiques pour expliquer ça à les communautés et pour il faut expliquer pour les décideurs politiques que l'importance est l'accès, que seulement il y a un aspect de productif qui manque. Et je pense qu'il y a une autre chose que c'est très importante, que c'est l'urgence de la réponse. On n'a pas le temps parce que on n'a pas 10 ans pour résoudre ces crises. Et dans les régions tropicales, c'est encore pire. It's going to be close to a 2, where 2 point reality is urgent. C'est la réalité. Et la dernière chose que je voulais dire, comme parle de l'analyse qu'on a fait pour la crise de la sécurité alimentaire, c'est pour trouver la résilience dans les familles agricoles. Et on a vu dans des lieux comme l'Équateur que quand on parle de la sécurité travaillère, c'est encore pire dans la section urbaine et on a les cas négatifs et on parle des choses comme par exemple les choses et on a plus, par exemple, comme les laveurs d'enfants, et on a trouvé la capacité qu'on peut traduire dans l'agenda d'écrire la résilience. On n'a pas le temps, alors mais peut-être on peut parler depuis. On n'a pas le temps, mais merci beaucoup. Un des dangers, j'aimerais que nous n'ayons plus de temps, mais quand on parle comme ça, on peut trouver les contradictions. Je vais vous remercier pour l'opportunité d'être ici. Et de mon point de vue, je viens de retourner d'Afrique.
et on a trouvé les perspectives de ce qui s'est passé en Afrique. Je pense qu'on peut trouver la relation de la... il faut trouver la définition parce que pour chaque personne, on a une définition différente dans un pays comme Canada, par exemple, qui est si grande. Et on peut parler de ce qui passe au Québec ou Montréal, que c'est la capitale nationale, dont on peut parler de toute la production, mais si on va dans une autre lieu, et dans le Canada, c'est tout à fait différent et on peut parler avec les dangers qu'on peut trouver, par exemple, dans la Colombie et quand il faut trouver les choses familiales et trouver la durabilité, c'est pas facile. Quand on est opéré par la famille, mais la dynamique, c'est différente dans le Canada. Et on a, quand on parle de la narrative, on peut parler de les familles, de l'agriculture familiale, des grandes fermes, et ils sont opérés par la famille. Ils sont une famille possédée et ça signifie que c'est négatif quand on parle de l'agriculture, mais les opérations dans notre pays et en Amérique du Nord, ce sont comme une corporation et c'est pas négatif parce qu'on peut parler de la durabilité, que c'est fantastique et que les problèmes dont on peut parler autour du monde, comment peut-on parler de l'aspect politique? Je pense qu'en Amérique du Nord, quand on parle des responsables politiques, comment peut-on parler avec toutes les choses dont on peut penser quand on parle de 14 000 rechercheurs. Et je pense qu'on peut trouver la relation et c'est ça justement ce qui nous manque dans l'agriculture parce qu'on a besoin de les recherches plus solides, comme on disait ce matin, que ici, en Canada, on parle de le changement climatique, mais il y en a beaucoup de choses dont il faut parler aussi. Et il faut trouver comment aborder l'aspect climatique. Et si on parle des mandats de changement climatique, on peut parler seulement du carbone et tout ça parce qu'il y en a beaucoup d'initiatives dont on peut parler. Quand je travaille avec les choses de climatique, il y en a beaucoup de things, beaucoup de choses, par exemple, quels sont les bénéfices et toutes les choses qu'on peut parler pour des sols. Et quand on parle de la nutrition, il faut voir les sols sains, les sols en santé, et on peut voir beaucoup de choses, et pas seulement les agriculteurs, les ministres d'agriculture. Il faut parler avec les ministres des ressources naturelles, et on a besoin de la technologie pour parler, il faut parler des finances, des fonds, et il faut parler avec de l'économie. On ne peut pas faire ça si on n'a pas de l'argent.
pour aider les agriculteurs. Alors, il faut s'assurer d'avoir l'importance de l'aspect de gouvernance sociale et c'est une part importante de la gouvernance sociale, comme Lloyd a déjà dit, et on a besoin de ces choses qui sont vraiment fondées sur des données probantes parce que l'émotion, c'est excellente, mais on ne peut pas contrôler tout sur les émotions parce qu'on ne peut pas faire les décisions irrationnelles, comme on a déjà dit, quand il faut faire face à une crise. Les plus importantes choses, c'est de trouver ce qu'on va faire pour trouver la direction et les parcours qu'on va choisir. Si on va travailler ensemble, il faut choisir les parcours et j'aimerais bien inviter Lloyd dans les Amériques depuis après tout ça que j'ai vu en Afrique et tout ça qui se passe. Il faut prendre les connaissances et on peut apprendre de tout ça qu'on fait ici au Canada. Alors, il y en a beaucoup d'opportunités dans la sécurité alimentaire. J'aimerais bien définir les parcours maintenant et on peut avoir une conversation. Merci beaucoup pour toute l'information. Et c'est quand vous avez parlé avec de l'importance d'éviter l'isolation, et comme Lloyd a dit, dans la sécurité alimentaire. Et je pense que tous nous ici a une définition différente, si on comprend. C'est la définition parce que je pense que c'est conceptuel, mais il y en a une relation pour la vie et pour les mois de vie et tout ça. Et je pense qu'il faut aborder ce qu'on peut faire dans des pays comme Canada pour trouver les relations entre les pays. Et l'autre chose, c'est sur l'importance des finances. Une chose que nous n'avons pas eu l'opportunité de parler ici, c'est de parler du secteur privé et du rôle au moment de fournir des services. Mais nous, chez FIDA, la question des secteurs privés, ce sont les agricultures, c'est pas seulement les agro-industries internationales, mais comment on peut appuyer les agriculteurs privés pour leur fournir un service. Une des leçons apprises lors de la COVID, c'est que quand les choses se sont calmées un peu, certaines choses ont fermé, mais on a continué à fournir de l'appui aux agriculteurs pour nous assurer qu'on a l'approche correcte pour que le secteur privé puisse croître, pour que les agriculteurs puissent croître. Et les finances sont très importantes. Le dernier point, c'est le climat. Nous sommes naïfs si nous croyons que les agriculteurs familiers à petite échelle peuvent prendre des risques nouveaux, même ou qu'ils aient la capacité d'accepter le défi du changement climatique sans appui. Il faudra de l'investissement public, privé, des partenariats, parce que les agriculteurs, les petits agriculteurs n'ont pas la capacité de s'adapter sans l'appui signalé. Comment est-ce qu'on peut créer des incitations appropriées? Comment on peut motiver une agriculture plus durable? Comment on peut s'assurer que ce soit approprié pour les petits agriculteurs dans les pays développés que dans les pays en développement? Oui, tout à fait. Quand on nous a dit qu'il s'agissait de 10 ans, je pensais aux réponses à fournir et comment mettre entre les mains des agriculteurs ces outils, parce que ceci est en train de se passer. Et va minimiser leur capacité. Un des éléments clés que nous évaluons ici, c'est
que nous devons avoir une alternative pour les systèmes, un agenda qui voit les nouvelles solutions. Et qu'est-ce qui se passe avec les nouvelles solutions? À qui on laisse pour compte? Parce qu'on ne peut pas être naïf pour croire que nous avons une solution parfaite qui sert à tout le monde. Et arriver à ces 10 années est crucial. Oui, l'aspect politique de ce qu'on fait parfois se perd dans ceci. Et souvent, il faut une structure gouvernementale solide pour que l'agriculture, parfois on dit que l'agriculture est 10% du problème climatique, mais personne n'a dit pourquoi l'agriculture est 20% de la solution, par exemple. Les gouvernements dans le monde devraient prendre en compte les bénéfices dérivés de l'agriculture. Comment on fait pour promouvoir ce changement du point de vue? Nous avons, je pense, tous en commun le fait de dire que la recherche et les producteurs doivent travailler ensemble. Je pense également que au niveau comment pousser les fermes vers plus de durabilité. Au Québec, on a tendance à dire on ne veut plus, parce qu'on a de plus en plus de réglementations. On a de plus en plus de cadres qui forcent les producteurs agricoles dans une voie qui n'est pas facile, parce qu'effectivement, c'est pas vrai que les producteurs vont prendre plus de risques pour s'adapter, avoir des meilleures pratiques. Ça coûte de l'argent, ça reste que ce sont des entreprises qui doivent générer un revenu. Donc, les mesures coercitives ne fonctionnent pas. Ce n'est pas la voie qu'il faut prendre. Il faut travailler avec la recherche, avec les politiques publiques, les États, pour accompagner, former, et vraiment que la recherche et la production travaillent de pair ensemble sur la même ligne et que ce ne soit pas un poids pour les entreprises. Chanel? Viens, prends le micro parce qu'on ne t'entend pas sur les tombeaux. Thank you. We talked a lot about the future generations of farmers. We have En pensant au futur des générations, les petits agriculteurs sont de plus en plus grands. Ils deviennent de plus en plus petits et ils n'ont pas la capacité d'acheter ces fermes et de les changer, de les transformer en fermes familiales. Et ceci se passe dans d'autres pays. Ils n'ont pas l'accès à la terre. Mais ici, la prochaine génération ne va pas avoir la capacité d'avoir sa parcelle familiale ou une terre plus importante. Qu'est-ce qui va se passer? Et vis-à-vis de la recherche, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous prévoyez à cet égard? C'est une question intéressante. On me la pose souvent. Par rapport à une chose que les gens n'ont pas qu'on le voyait. J'étais jeune une fois, même si tu ne le crois pas. Quand j'ai acheté ma première ferme de mes parents, le taux d'intérêt était... moi, j'aimerais tant avoir cette ferme que je l'ai achetée. Et l'opération des fermes, l'argent engagé est généreux du point de vue financier jusqu'au point qu'il faut prendre cette décision de si je m'y mets ou pas. Et étant donné la façon dont les opérations agricoles fonctionnent à présent et comment on peut travailler ceci dans les négoces et non pas que ce soit une espèce de propriété privée d'une seule personne. Je comprends qu'avec les taux d'intérêt qui montent, je sais que nous avons fait un bon travail en agriculture les 10 dernières années en ce qui concerne le partenariat des fermes. Au lieu de l'approche précédente qui disait, bon, quand ça arrive, ça arrive. Je crois qu'on s'est amélioré. On est mieux que ce que les gens pensent. Je sais que c'est plus difficile pour les jeunes agriculteurs d'entrer dans ceci, mais
il y a peut-être un voisin, quelqu'un avec lequel vous pouvez parler pour être propriétaire d'une propriété. Je n'ai pas la crainte que je coûte à l'extérieur parce que je me base sur mon expérience. Je voulais une ferme. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'obtenir. Et il n'y a rien de différent vis-à-vis d'autres négoces que vous pouvez faire, mais il faut souligner l'agriculture du point de vue social parce qu'il s'agit des aliments. Si tu vois ce qu'on s'est passé en raison de la COVID, il y a eu une récession agricole et nous voyons que les choses continuent à être produites et on continue à avoir une conséquence de la COVID. Mais cet aspect devrait faire que le gouvernement veuille s'engager à appuyer les agriculteurs avec des prêts à des taux bas pour que les jeunes puissent entrer au secteur agricole. Merci, Kid. Une dernière réaction de Ron pour terminer. Ça a été une excellente question. Je viens de l'Australie et j'ai une ferme. J'ai émigré pour une question d'éducation. Et j'ai une ferme très consolidée au niveau global et du point de vue économique, comme Kit a dit. Vous pouvez comprendre ceci parce que pour qu'une ferme fonctionne, vous devez avoir une production à échelle et beaucoup d'autres facteurs. Ceci concerne les politiques aussi. Mais de notre perspective et de la perspective d'un pays en développement, la viabilité économique des fermes est un aspect. Cela concerne aussi l'héritage, la tradition, etc. Et nous savons que tout au long de l'histoire du FIDA, nous avons appris comment faire que l'agriculture soit profitable et avoir les incitations appropriées. Et il n'y a pas de solution magique, mais en ayant ce cadre pour pouvoir appuyer l'agriculture, de mon point de vue, d'un pays en développement et qui se trouve dans les pays en développement, les jeunes dans les zones rurales sont très jeunes et ils ont des problèmes avec la fragmentation des terres et la ferme pour eux dans le sens global est essentielle pour leur survie. Beaucoup d'eux ont travaillé en Afrique, dans l'Afrique subsaharienne. Ils ont vu la migration et les défis qu'on a des jeunes à la recherche de nouvelles opportunités ou des jeunes qui tombent dans les extrémismes et dans d'autres activités parce qu'ils n'ont pas l'opportunité de développer ceci pour eux-mêmes et fournir un emploi. Et nous devons faire attention. Pour nous, au FIDA, nous reconnaissons que le secteur agricole dans les pays en développement peut ne pas avoir la capacité pour donner la bienvenue à ces jeunes, si jeunes, mais le secteur agricole doit développer d'autres choses. Nous devons prévenir qu'ils migrent aux villes, qu'ils partent en Europe ou à d'autres sites, mais qu'ils restent dans leurs zones rurales et qu'ils investissent dans la communauté. Quand on parle avec les gens, avec les jeunes, oui, ils veulent avoir ces opportunités. Pour nous, la leçon, c'est quel est le type d'agriculture qu'on veut présenter aux jeunes. Et le point de vue idéologique est d'avoir quelqu'un qui fait des travaux manuels, qui peint peut-être un paysage joli, mais non. Nous devons apprendre aux jeunes qui a de la technologie, qu'ils veulent de la science, ils veulent de l'accès à la technologie, aux finances, ils ont accès à l'emploi. Et ils veulent voir l'agriculture comme un négoce. Cela ne veut pas dire que nous ayons des pratiques qui ne soient pas durables, qui sont éloignées de la perspective traditionnelle. Mais il faut moderniser ceci. On essaye de faire ceci avec les pays en développement, qu'ils voient l'agriculture de façon plus convenable. Est-ce que je peux faire un commentaire rapide, quelque chose d'autre que nous devons penser?
c'est pertinent dans chaque pays partout dans le monde. Nous devons aussi penser à la santé mentale parce que ceci est très important dans cette question. Je suis d'accord. Et en terminant avec une note heureuse, je veux que vous m'aidiez à remercier tous les panélistes. Je sais qu'on a dépassé un peu le temps. Merci d'avoir resté. C'est comme la salle de classe, quand les gens sont sur le point de terminer, les gens veulent partir. Mais je crois que personne ici était anxieux. Je vous remercie énormément de votre participation. Demain, nous aurons une autre séance qui sera disponible en ligne. La séance est presque pleine, donc inscrivez-vous, je vous recommande la séance. Merci, FIDA, de votre appui. Je regrette pour couper la conférence. Et merci aux interprètes au Costa Rica. Merci ici pour le repas. Et beaucoup d'entre vous avez voyagé pour être ici. Merci beaucoup. C'est un plaisir de voir beaucoup de collègues ici. J'espère qu'on puisse répéter cette activité. Et bonjour à vos familles. Et ça y est, soignez-vous. Faites attention à vous. Merci. Au revoir.